Classique. La matinale de Radio Classique avec Charles Bonner. Il est 8h41 dans Esprit Libre. Ce matin, journaliste, le rédacteur en chef au magazine Le Point, Jérôme Cordelier. Bonjour Jérôme. Bonjour Charles. Et à vos côtés, un président de fédération, la Fédération nationale des trucs qui marchent. Bonjour Raphaël Ruger. Bonjour. Vous étiez là, déjà venu il y a quelques semaines nous présenter votre livre, Les trucs qui marchent. C'est tout simple comme titre. C'est un tour de France de ce qui fonctionne. Alors c'est quoi un truc qui marche ? Un truc qui marche, c'est 3 critères très simples. D'abord, c'est une initiative qui est née dans une commune, qui marche et qui est duplicable dans une autre commune en France. Alors, qu'est-ce que vous avez comme exemple à nous donner ? Un exemple très simple, allons dans le pays de Langres, au sud du département de la Haute-Marne, oui. où il y avait du bon fromage. Tout à fait, le fromage de Langres, ce fromage de vache orange qu'on retrouve sur les plateaux, notamment à Noël. Et dans ce beau territoire, il y avait, comme partout ailleurs, d'immenses bus qui tournaient à vide et qui rendaient service à peu de personnes et qui coûtaient très cher à la collectivité. Et une élue, Sylvie Baudot, qui est maire de Cons, de 150 habitants, un jour est allée voir le président du département et lui a dit « Mais c'est une aberration, pourquoi ne pas les remplacer par des petits véhicules, moins polluants, moins onéreux, et qui pourraient faire du transport à la demande ». Et donc aujourd'hui, on peut appeler ou réserver sur Internet son trajet, être récupéré chez soi, aller à Langres, aller prendre un train à Culmont-Chalindrey, aller dans un autre petit village de ce grand territoire de plus de 160 communes. Ça coûte moins cher à la collectivité, ça pollue moins, et il y a plus de 8000 utilisateurs par an contre quelques 1000 et quelques tickets vendus auparavant. Ce livre nous a alerté, cette fédération aussi, parce qu'on passe beaucoup de temps à se critiquer. Alors je me tourne vers vous, Jérôme Cordelier, vous qui travaillez au Point. Pourquoi passe-t-on autant de temps à se critiquer dans ce pays ? Écoutez, c'est une des vertus des trucs qui marchent, si je peux dire. J'adore le titre, Les trucs qui marchent. Oui, c'est assez simple à se souvenir. Ah oui, c'est très incisif. Ouais. Et donc, un des trucs qui marchent, c'est qu'on débat dans ce pays. Je veux dire, un moment où on voit partout dans le monde, tout se replie, les frontières, le monde se rétrécit, si on peut le dire, même si les réseaux permettent de l'augmenter, physiquement, le monde se rétrécit. On est dans un pays où on débat. La liberté d'expression est forte, il y a beaucoup de débats, peut-être trop selon certains, mais c'est une vertu le débat, donc il faut protéger cette vertu. Je pense que c'est un des trucs qui marche en France, c'est-à-dire à la fois la liberté du débat et aussi, on l'a vu sur plein d'affaires, certaines personnes ne sont pas d'accord, mais la libération de la parole sur plein de choses, c'est aussi un truc qui marche, si on peut dire. Alors à partir de là, c'est vrai que on sent qu'il y a un bouillonnement dans les territoires, comme on dit, en tout cas partout en France, d'initiatives qui viennent d'élus, évidemment, vous en avez fait écho, mais aussi du monde associatif. On a un des tissus associatifs en France qui est le plus développé. L'économie, les PME, les artisans. Les artisans en France, c'est un tissu énorme qui vont à la fois des sous-traitants pour Airbus, aussi aux ateliers d'art, dont faisait écho Augustin Lefebvre dans sa revue de presse. Donc, il y a un bouillonnement et on a l'impression que ce bouillonnement a du mal à sortir justement plus haut dans cette caisse de résonance que nous sommes tous, c'est-à-dire l'écosystème, on peut dire, politico-médiatique. Quoi. Raphaël Ruger, d'ailleurs, comment vous avez procédé ? Parce que c'est intéressant, vous citez le fait, c'est un peu du journalisme, finalement, ce que vous faites. On est entre l'artisan et le journaliste, puisqu'avec Théo Caviezel, qui est le co-auteur de notre livre, on sillonne les routes de France depuis maintenant 4 ans, en voiture, en train, parfois avec des véhicules un peu plus interpellants, des vélos en bois, on a tout tenté, mais on a fait plus de 400 communes, un peu plus de 100 000 kilomètres, donc on va passer véritablement du temps au contact des maires, directement dans leur commune, une demi-journée, une journée. Bien souvent, on était même hébergés chez eux. Donc, on vivait ces immersions pour pouvoir certifier que ces initiatives fonctionnent vraiment, comprendre comment elles ont été mises en place, comment faire gagner du temps aussi à d'autres élus qui souhaiteraient s'en saisir. Et comment ça se passe alors ? C'est un élu qui vous appelle, qui vous dit « Chez moi, j'ai fait un truc qui marche ». Alors, il y a 4 ans, c'était un peu plus laborieux. On appelait les secrétariats de mairie, on tentait d'obtenir un rendez-vous avec les édiles locaux. Et puis, notoriété croissante de la fédération aidant, ce sont plutôt les élus qui ont commencé à nous appeler. Et ça n'aura échappé à personne. Le 15 mars, on retournera voter, mais cette fois-ci pour nos élus locaux. Et donc, on a énormément de candidats, quelle que soit leur étiquette, qui nous sollicitent pour découvrir une initiative en particulier qu'ils souhaitent intégrer dans leur programme. Il faut quand même le dire à une partie de la classe
classe politique ou du monde médiatico-politique, comme vous le disiez, Jérôme Cordelier, passe son temps à dépeindre un pays à feu et à sang. Mais alors, dans le fond, si je me fais l'avocat du diable, vouloir être positif, est-ce que c'est pas un peu naïf ? Non, alors justement, c'est ça le problème. C'est-à-dire que, d'ailleurs, on le voit bien, on présente ça toujours comme des initiatives un peu sympathiques, singulières, voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a une espèce de nébuleuse très importante dans ce pays. Et d'ailleurs, et c'est un peu... On est entre guillemets dans un sécessionnisme, si on peut dire, c'est-à-dire que quand on voit que le débat national politique est complètement entravé par des systèmes partisans, on le voit les débats à l'Assemblée nationale, et on voit que la France continue à marcher. Donc si cette France, elle continue à tourner, c'est parce qu'il y a des gens quand même qui la font tourner. Et donc, c'est pas uniquement les élus locaux, mais c'est aussi des chefs d'entreprise. Regardez les solidarités de proximité. Quand il se passe un truc dans un immeuble, dans une commune rurale, dans un quartier, eh bien, très souvent, quand même, c'est pas béni oui ou naïf de dire ça, il y a une solidarité de proximité qui se met en œuvre entre voisins. Donc ça existe. Il y a une richesse, il y a un dynamisme, je pense, important. Et je trouve que de temps en temps, voilà, alors soit pendant les fêtes, on met l'accent là-dessus parce que c'est sympathique, c'est la trêve des confiseurs et tout, donc il faut faire. Ou alors on fait la petite minute idée, vous savez, dans les médias, la petite minute idée d'initiative sympathique. Mais moi, je pense qu'il faut intégrer ça dans le flux d'informations, mais de manière courante, et que ce soit pas justement comme vous le présentez, enfin comme vous le dites, que ce soit présenté de manière naïve ou voilà, ça fait partie de la vie des gens. C'est-à-dire que la vie des gens souvent est une vie aussi qui est faite de solidarité, et puis d'initiatives comme ça qui vont dans un sens positif et de dynamisme. Et ce décalage entre le local et le national, est-ce que les gens qui portent ces projets de trucs qui marchent, est-ce qu'ils le ressentent aussi, ce décalage ? Parfois, ils ont le sentiment, effectivement, que ce qu'ils voient au niveau local, dans leur commune, est à des années-lumière de ce qui peut se passer dans les ministères parisiens. Et ceci étant dit, les élus locaux, c'est près de 600 000 personnes en France, donc c'est pas négligeable. Comme vous le disiez, il y a tous ces bénévoles d'associations. Nous, on est soutenus notamment par la fondation BNP Paribas. Isabelle Giordano soutient plus de 1000 associations en France. Et elle dit toujours, et c'est ça la réponse à toutes les fractures, à toutes les divisions de notre pays, c'est toutes ces femmes et ces hommes qui, à un moment donné, s'engagent et font des choses ensemble, en sortant des clivages publics, privés, associatifs, et arrivent à redonner vie à un bâtiment, à recréer du lien dans un quartier, à faire en sorte que des gens accèdent à une éducation auquel ils n'auraient pas eu droit. Et ça, c'est finalement le courage, peut-être la naïveté au départ, de croire que c'est possible, et finalement on a besoin des naïfs et des optimistes surtout. Donc selon vous, c'est au niveau local qu'on fait changer les choses, en fait, qu'on fait changer la vie. C'est la conjonction des deux. Il y a besoin de grands plans nationaux. On a besoin d'avoir un cap clair. Et d'ailleurs, peut-être qu'en ce moment, c'est tout le sujet des grands médias nationaux, de dire on a besoin d'un cap, on a besoin d'une vision. Mais on a aussi tellement besoin de proximité, tellement besoin d'exécutifs locaux qui aient les moyens d'agir pour aider les gens. Un maire, il est au contact tous les jours de sa population. Un maire, quand il va chercher son pain, ça y est, il travaille, il assume sa fonction. Quand il va au médecin, il assume sa fonction parce qu'il prend des informations. Et donc, ce lien d'hyper proximité est essentiel. Jérôme Cordelier. Les grands-mères, ce qu'ils disent souvent, ils disent on est des facilitateurs. Donc, quel est le job d'un maire, en fait ? C'est de mettre autour de la table des gens qui pourraient produire une initiative qui puisse faire avancer la commune. En même temps, faut pas se leurrer non plus. C'est pas les maires qui vont tout résoudre en France. Il faut plus de fluidité. Et puis après, il faut un levier d'action politique. Alors là, c'est du national, qui est, ce sont des maires souvent, c'est le combat par exemple de David Lisnard à Cannes, des maires qui sont écrasés par les normes en France et les chefs d'entreprise le disent aussi. Donc ça c'est vraiment un combat national. Mais c'est vrai que quand on voit le spectacle qui est donné à l'Assemblée nationale par rapport notamment à un Sénat qui est beaucoup plus sur le fond des dossiers et qui travaille beaucoup plus le fond des dossiers, mais le spectacle à l'Assemblée nationale de débats un peu stériles entre appareils partisans qui représentent plus beaucoup de monde en fait, et aussi la course au présidentiable de 2027, c'est sûr que ça c'est un spectacle de la politique qui est donné par la politique nationale qui crispe beaucoup et qui rajoute des tensions et des fractures
dans le pays, ça c'est indéniable. Vous citez l'Assemblée nationale, vous citez la présidentielle. Finalement, cette élection municipale qui arrive le 15 mars est aussi importante, voire plus. Elle est très importante parce que c'est tous les Français qui vont pouvoir décider de ce qui va se passer pendant 6 ans dans leur commune, de comment on va réaménager les rues et les places, de qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour les écoles. Ça va être un sujet pour énormément de communes, comment attirer des médecins, 26 000 communes qui n'ont plus de médecins généralistes en France. Donc c'est un temps démocratique important parce qu'on va se questionner sur ce qui est là autour de nous quand on va travailler, quand on va chez nos commerçants, quand on va pratiquer un loisir dans des associations ou tout simplement là où on habite. Et ça, c'est vital. Raphaël Ruger et Jérôme Cordelier sont dans Esprit Libre sur Radio Classique. L'année 2025 se termine, c'est déjà demain. Et c'est aussi le moment de faire le bilan. Et pour vous, Jérôme Cordelier, le moment marquant de l'année, c'est celui-là. Habemus Papam. L'explosion de joie quand est annoncée l'élection du nouveau pape. C'est donc Léon XIV, un Américain qui succède à François. Que nous dit cette élection ? Plusieurs choses. D'abord, le pape François, maintenant Léon XIV, est le dernier grand leader au monde, c'est-à-dire qui a du rayonnement mondial, qui a une puissance de voix, de magistère, qui se bat pour la paix. Se bat pour la paix et se bat pour la jeunesse. Et ce sont les premiers mots de Léon XIV, ça a été ça. C'est-à-dire la paix et la jeunesse. On est dans un monde à feu et à sang. Qu'un leader au monde essaye de porter cette parole de paix dans un monde, je trouve que c'est déjà important. Après, des gens diront, oui, mais quel est l'impact ? Il y a de l'impact. Justement, je pense qu'il peut aussi mettre en chemin des gens pour, justement, chacun dans son environnement faire ça. Voilà. Ensuite, d'un point de vue plus politique, si je puis dire, c'est le premier pape né après 1945, donc dans le nouvel ordre du monde. C'est un pape qui était des deux Amériques, c'est-à-dire à la fois né aux États-Unis, en pleine boom de la société de consommation, qui a vu l'essor des nouvelles technologies et qui est aussi et qui a cette dimension, puisqu'il a vécu au Pérou, donc avec cette dimension de tiers-monde, si on peut dire, sociale. Et donc c'est un pape qui peut apparaître comme un homme de réconciliation au sein de l'Église catholique, au sein du christianisme, mais aussi réconciliation au sein du monde. On l'a vu récemment dans ses voyages en Turquie et au Liban. Et ensuite, s'il s'appelle Léon XIV, vous le savez, c'est en référence à Léon XIII, qui a été le pape de la doctrine sociale de l'Église, à un moment où il y avait justement la révolution industrielle. Et donc, ce sera le pape de la révolution de l'intelligence artificielle et surtout, déjà, ce qu'il a commencé à faire, c'est-à-dire que l'intelligence artificielle, c'est une bonne chose, parce que le pape n'est pas contre l'intelligence artificielle, mais il dit, il faut voir les conséquences de cette intelligence artificielle. Et il n'y a pas uniquement l'intelligence artificielle, il y a aussi l'intelligence humaine. Et puisque vous avez parlé du discours de paix, je signale un hors-série toujours en vente du Point que vous avez dirigé d'ailleurs sur la géopolitique des religions. Raphaël Ruger, dans les trucs qui ne fonctionnent pas trop en France, il y a la préservation du patrimoine, notamment des églises. Est-ce qu'il existe pourtant des initiatives ? Il y a deux types de cas. On va dire, il y a le cas d'un patrimoine religieux qui a été désacralisé et qui bien souvent retombe comme propriété de la collectivité. Et il faut trouver de nouveaux usages. Il y a un bel exemple, c'est à Châteauroux, dans le département de l'Indre, où la chapelle Saint-Denis a été transformée un petit peu avant les Jeux Olympiques en appart-hôtel et qui avait accueilli notamment des délégations pour les épreuves de tir à l'arc. Et aujourd'hui, cet appart-hôtel, il affiche complet. Ce sont des travailleurs en transit qui viennent y passer quelques nuitées. Et puis, évidemment, le patrimoine qui reste à vocation religieuse et qu'il faut entretenir, c'est des coûts importants pour les collectivités. Et bien, parfois, c'est tout simplement le fait d'impliquer les gens qui permet de sauver ce patrimoine avec des chantiers participatifs. Il y a un exemple à Mormant, c'est en Haute-Marne encore, et Théo Caviezel, Théo Caviezel, qui est le co-auteur de ce livre, s'est beaucoup impliqué avec une équipe de bénévoles et la mairie. Ils ont été d'ailleurs lauréats du loto du patrimoine et ils sont en train de reconstruire une maison Dieu. Donc tout ce patrimoine, c'est finalement à tout à chacun de s'en préoccuper, puisque ça reste quand même l'esthétique de nos villages et de nos villes.
Alors, je n'ai pas la fréquence en Haute-Marne, mais je sais qu'on peut nous écouter sur le DAB+, évidemment, sur Internet, sur le site et l'application. Merci Raphaël Ruger, le cofondateur de la Fédération nationale des trucs qui marchent. Et merci à vous aussi, Jérôme Cordelier, rédacteur en chef au Point.